bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors donc, on avait reçu Guillaume Pitron pour nous parler des terres rares. Alors les terres rares, qui vont dans les batteries, qui vont dans les téléphones portables. Majeur actuellement, oui. C'est dans la durée. Et les terres rares, c'est devenu un problème majeur. Lorsqu'on s'est rendu compte que pendant des années, on a méprisé les terres rares en laissant les Chinois s'en occuper, parce que ce sont des industries très polluantes, la transformation du métal, du minerai, en un métal utilisable, c'est extrêmement polluant. Personne ne voulait le faire, on a laissé les Chinois. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les terres rares sont indispensables dans quantité de domaines. Vous le rappeliez, un domaine que tout le monde connaît, mais auquel personne ne pense, les éoliennes. Chaque fois que vous vouliez une éolienne dans le ciel en France, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, eh ben, pensez quand même que dedans, ce qui vaut le plus cher, ce sont des minerais issus des terres rares. Alors, ces terres rares, c'est devenu quelque chose de majeur au niveau stratégique mondial. Les Chinois en contrôlent non seulement la plus grande partie de la production, largement la plus grande partie de la production, mais également la transformation. Ils ont fait des usines partout. Même aux États-Unis, ils avaient installé une usine pour traiter les terres rares, dans le Nevada. On a donc aujourd'hui un vrai problème au niveau mondial, parce que si on veut garder ou préserver notre souveraineté dans ces domaines qui sont essentiels pour un certain nombre d'activités, je parlais des éoliennes, mais on peut parler des voitures électriques, on peut parler du spatial, on parle de beaucoup de choses. Donc on a absolument besoin de ces terres rares. Aujourd'hui, elles sont sous contrôle essentiellement d'un pays. Donc il y a un besoin international de terres rares. Et comment on peut résoudre le problème ? Et là, eh bien justement, Guillaume Pitron, qui a écrit le livre le mieux documenté sur la question depuis longtemps, nous a ouvert quantité de portes et explique très bien dans ses commentaires la situation et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être moins dépendant des Chinois à un moment où nous prêchons notre souveraineté, notre indépendance. Et je pourrais rebondir sur l'émission que nous avons faite sur le Green Deal, où finalement... Totalement. Où finalement, cette nouvelle économie verte est très polluante, finalement. Mais nous a mis totalement entre les mains des Chinois. Et totalement aux mains des Chinois. C'est une réussite totale de ce côté-là, il faut les féliciter. Voilà. Non, mais effectivement. L'économie et l'industrie mondiale verte nous met dans les mains des Chinois. Parce que les Chinois, qui sont plus malins que les autres, ont compris qu'on irait là si on allait dans les énergies vertes, et donc ils se sont positionnés pour nous accueillir au moment où on en a besoin. Excellente stratégie chinoise, désastreuse stratégie de certains de nos camarades. Eh bien écoutez, voilà, je vous laisse découvrir les meilleurs moments de cette émission. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien évidemment accéder à l'émission dans son ensemble sur notre chaîne YouTube. Notre modernité est faite de métaux. On ne peut pas se passer de métaux abondants, le cuivre, le fer, pour la transition énergétique, pour la transition numérique, mais également de métaux dits rares, parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants. Vous avez un métal rare très stratégique pour la transition numérique et énergétique qu'on appelle le néodyme. C'est une terre rare, donc fait partie d'une famille de métaux qu'on appelle les terres rares, et ce néodyme, eh bien vous en avez sur vous, Alain Juillet, puisque grâce à cela, votre téléphone qui est en mode vibreur, à l'instant où vous me parlez, vibre. Vous avez du néodyme dans les moteurs des voitures électriques, ce qui permet la motorisation de 95% des voitures électriques. Vous avez du néodyme, toujours cette terre rare, dans les éoliennes offshore. Et simplement, ce néodyme, il s'ajoute à tous ces métaux, gallium, indium, cobalt, nickel, tungstène, donc présents dans des quantités moindres dans l'écorce terrestre par rapport aux métaux abondants, mais qui, compte tenu de leur capacité, leurs propriétés physiques et chimiques, sont indispensables pour faire cette transition. Il faut bien aller les chercher quelque part. Comme ce n'est pas l'Occident qui les extrait. Il fut un temps où la France, d'ailleurs, et les États-Unis et l'Australie, soit extrayaient, soit raffinaient ces terres rares en particulier, mais le coût écologique de ce processus était tel que progressivement la production va partir vers la Chine, vers les années 80-90, et la Chine va se retrouver à la tête d'un pactole que cette production de terres rares qu'elle pouvait assumer sur son territoire pour le compte des pays occidentaux. Et c'est ainsi que finalement le monde va très bien s'organiser entre d'un côté
côté ceux qui produisent en salissant leur environnement et ceux qui profitent de ces métaux raffinés, qui les mettent dans leurs jolis objets technologiques du quotidien en disant regardez, nous sommes propres et nous sommes responsables envers les générations futures, sauf que la pollution a été délocalisée. Donc de ce côté-là, c'est une hypocrisie totale. C'est une forfaiture morale totale. On évoquait justement là, les batteries. Les batteries aujourd'hui, c'est le lithium. Qui essentiellement, les batteries sont faites avec du lithium. Le lithium, Alain Juillet, c'est l'un des grands métaux de la transition énergétique, puisque sans lithium, il n'y a pas de stockage de batteries. Et c'est pas demain qu'on va se passer de lithium. Alors peut-être que demain, on remplacera le lithium par du sodium, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Où est-ce qu'on va chercher cette fichue ressource? Alors d'abord, on va la chercher en Australie, premier producteur de lithium, 55% de la production mondiale. La Chine en produit un petit peu, 14%, et puis arrive le triangle ABC, comme on dit, Argentine, Bolivie, Chili, et ce sont dans l'altiplano, notamment bolivien, qu'on va accéder à cette ressource. Le principal problème avec le lithium, c'est qu'il faut de l'eau pour le raffiner. Or, nous sommes dans des zones qui sont spécialement arides. Et donc, il y a des conflits d'usage qui apparaissent entre, d'un côté, les besoins de l'industrie en cette ressource qu'est l'eau, et en même temps, les besoins des agriculteurs sur place. Donc, ça crée des tensions, bien évidemment, avec les populations locales. Et c'est là que l'acceptabilité sociale est probablement le premier goulet d'étranglement qui surgit aujourd'hui dans l'industrie minière. Elle peut tout faire, sauf quand elle n'a pas l'accord des populations locales et donc l'accord politique. Mais la question de comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance à la Chine, puisque la Chine joue au jeu de Go. Elle nous encercle progressivement. Elle nous encercle en produisant des terres rares par elle-même, et puis après elle remonte la chaîne de valeur, elle nous vend moins de terres rares parce qu'elle va vendre des aimants de terres rares. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance-là, sinon en allant multiplier les accords miniers avec des pays outre que la Chine, et c'est là qu'en fait nous sommes complètement en retard. Et puis pendant ce temps, la Chine avance. Et la Chine, elle a des terres rares sur son territoire, elle les extrait pour elle-même, elle en paye un coût écologique certain, que moi j'ai constaté sur le terrain, notamment en Mongolie intérieure, et puis à un moment elle dit, moi aussi je vais exporter ma pollution. Et donc je vais aller chercher les terres rares en Birmanie. Et donc la Chine en fait étend son emprise sur le marché mondial des terres rares, au-delà même de son territoire, et va prendre position un peu partout, notamment donc en Birmanie, mais aussi en Afrique. Qu'est-ce que nous dit la Chine au fond? Elle nous dit, cette transition énergétique, on l'a vu venir, on a su l'organiser, on a un appareil d'État chapeauté par une idéologie qui nous permet cette vision de long terme pour le plus grand profit de l'État chinois et du peuple chinois. Et vous, avec vos démocraties, vous n'êtes pas capable de ça. Et donc derrière cette compétition pour les métaux, il y a une confrontation des modèles. Et donc en fait, c'est démocratie contre autoritarisme qui sera le mieux placé pour gagner la bataille du climat, donc la bataille des métaux. Quand vous voyez les éoliennes dont tout le monde fait la promotion aujourd'hui en disant c'est formidable, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que les éoliennes, ce sont les Chinois qui les produisent. Les aimants pour les éoliennes offshore, c'est effectivement les Chinois qui les produisent, puisque les Chinois, c'est aujourd'hui, je crois, 80-90% de la production mondiale d'aimants, mais ça vaut aussi pour les batteries des voitures électriques. La Chine, c'est 60%, 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques. Donc on voit effectivement ces emplois verts, partir en Chine. Et la transition énergétique, Alain Juillet, elle est très schumpeterienne, c'est de la destruction créatrice. On détruit les emplois de l'âge thermo-industriel, et puis on crée des emplois dans l'âge post-thermo-industriel. Mais le problème, c'est que les emplois partent. Le risque, c'est que les emplois qui sont détruits en Europe ne soient pas recréés en Europe. Ils partent vers l'Asie. 2011, embargo chinois sur les terres rares pendant 6 mois, destination du Japon. En réplique à ce qu'avaient décidé les Américains. Donc 2011, déjà embargo. Ça aurait pu se reproduire en 2019, lorsque Trump ordonne des limites à l'exportation vers la Chine de microprocesseurs américains. Et dans les jours qui suivent, ou les semaines qui suivent, Xi Jinping va visiter une usine de raffinage de terres rares dans la région du Jiangxi, au sud de la Chine, et il ne dit rien. Et en fait, c'est le Global Times qui prend la plume, donc le journal en anglais, écrit en anglais, que les Occidentaux lisent pour comprendre les intentions du Parti communiste chinois, et qui en fait écrit en gros, si vous continuez vos histoires des microprocesseurs, nous on sait sur quel bouton appuyer, et vous avez besoin des terres rares. Ça ne s'est pas produit, pourquoi? Parce que c'est une confrontation, enfin ça engendre une confrontation majeure. Et je pense que quand la Chine a fait cet embargo 2011, elle a commis une erreur, parce qu'elle a tout d'un coup fait prendre conscience à l'Occident elle a montré trop vite ses bras et ses muscles. Et donc en fait, l'intelligence chinoise est justement dans la nuance et ne pas apparaître dans la lumière, pour d'ailleurs suivre les commandements et les conseils de Deng Xiaoping, qui ne sont pas forcément suivis aujourd'hui par son successeur. Donc en fait, la Chine a intérêt, à mon avis, à ne pas forcément
bloquer les exportations de façon nette en créant une crise, mais de remonter progressivement la chaîne de valeur et de faire ce qu'elle fait très bien jusque maintenant, c'est de nous vendre le produit fini. Ce qui est certain, je pense, Alain Juillet, c'est que nous ne payons pas le véritable prix de la matière. Oui, ça c'est clair. Si on intégrait dans le prix de la terre rare qui sort de la mine chinoise la construction de l'hôpital pour soigner les cancers, tout autour des lacs d'eau, de rejets toxiques sans qu'elles aient été traitées, ces eaux, le prix du minerai serait beaucoup plus élevé. Et nous avons aussi délocalisé pour payer moins cher, et toutes les externalités négatives ont été supportées par les Chinois, mais sans être réintégrées au coût final de production. La réalité, Alain Juillet, c'est qu'un monde plus vert sera un monde plus cher, et doit être un monde plus cher. Et ça, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre ? Est-ce que tous les gens qui aujourd'hui se gargarisent d'une évolution nécessaire ont bien compris ce que ça veut dire? Moi, je pense qu'on ne maîtrise pas à quel point cette transition va s'accompagner de troubles sociaux. Exactement. Elle est ultra rapide. Elle va ce qui nous est demandé, et encore une fois, je suis vraiment pro-transition, mais les efforts de l'aggiornamento, la révolution copernicienne qui nous est demandée dans un temps extrêmement court, avec tout ce que ça impose de réorganisation, de réinvention de nos modes de consommation, et notamment ce rapport au signal-prix qui est quand même fondamental aujourd'hui pour le consommateur citoyen, je pense que je ne suis pas sûr qu'on comprenne à quel point ça va nous bouleverser dans les prochaines années. Les grands gagnants de la transition énergétique, ce ne sont pas seulement ceux qui produiront la ressource, ce sont ceux qui auront les emplois verts du futur, les emplois en laboratoire. Encore une fois, je ne pense pas que la transition énergétique soit un progrès moral. Elle n'est plus entre les mains des militants, des rêveurs, de ceux qui peut-être effectivement... Elle est entre les mains du business. Ce sont les mêmes procédés, pas de production, mais enfin c'est toujours de l'extractivisme, il est toujours question de marge de profit, payer les actionnaires, sécuriser les ressources, créer des emplois et payer le moins d'impôts possible. Ce sont les mêmes logiques qui étaient celles du monde des hydrocarbures et qui sont en train d'être transposées au monde de la mine par les mêmes opérateurs. Ça me paraît très important parce que, comme on l'a dit, les terres rares et les métaux rares ont une importance majeure dans le monde actuel, le monde industriel, le monde post-industriel, sur l'évolution du numérique, on l'évoquait tout à l'heure, dans toutes ses facettes, et pour la transition écologique, bien entendu. Merci d'être venu nous rendre visite.